Pendant ce temps, dans un univers parallèle... Mesdames, Messieurs, chers amis non-binaires, bonsoir. Je suis Nelson Nierman, directeur d'antenne de Nierman FM. Alors que nous approchons la fin du deuxième mandat d'Hillary Rodham Clinton, 45e présidente des États-Unis, nous allons prendre le temps ce soir de voir ce que nous réserve l'avenir pour les Américains et pour le reste de la planète. Même si nous n'aurons aucun résultat avant mardi prochain, il semble assez clair que la candidate du Parti démocrate Kamala Harris est largement favorite. L'ancienne secrétaire à la justice du dernier gouvernement Clinton a remporté haut la main la primaire démocrate et elle deviendrait ainsi la première femme afro-américaine et indienne-américaine présidente, alors que son candidat à la vice-présidence Pete Buttigieg serait la première personne ouvertement homosexuelle à occuper ce rôle. Avec une main mise sur le pouvoir exécutif de la part des démocrates durant ce 21e siècle, avec Al Gore de 2001 à 2009, capable de mettre en place une paix durable dans le Moyen-Orient et de lutter efficacement contre la menace du changement climatique, puis Barack Obama de 2009 à 2017, premier président afro-américain qui offrit aux Américains un système de sécurité sociale digne de ce nom, jusqu'à finalement Hillary Clinton depuis 2017, première femme à la Maison-Blanche, qui a su mettre en place de vraies mesures pour lutter contre les agressions sexistes et sexuelles après la vague MeToo, que nous réserverait une présidence Harris. De retour dans notre univers. Nelson, t'es prêt ? Oui. J'arrive pas à croire que c'est aussi serré, alors qu'un des candidats a été un mauvais président, a suggéré en 2020 que les patients souffrant de Covid-19 devraient s'injecter de la javel, a 34 procès contre lui, a été condamné pour corruption parce qu'il a payé une actrice porno avec qui il a couché juste après la naissance de son dernier enfant, a demandé à ses généraux d'être plus comme ceux d'Hitler, et lors d'un meeting il y a 10 jours, il a même parlé de la taille des parties génitales d'un golfeur décédé. Ah, c'est sûr, on vit dans le pire univers. Bon allez, balance le générique. Dieu merci, c'est vendredi. Nelson Nierman. Ladies, gentlemen and non-binary friends, welcome. Bienvenue à ce 9e épisode de Dieu merci, c'est vendredi, consacré à quelque chose qui fait encore plus peur qu'Halloween, puisque l'émission d'aujourd'hui est la dernière avant les élections américaines. Un épisode un peu particulier, puisque programmation spéciale pour la Toussaint oblige, cette émission ne sera exceptionnellement pas diffusée à son horaire habituel à la radio, mais exclusivement en ligne. Et pour l'occasion, je me filme, coucou, afin qu'il soit également disponible sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons mêler musique et politique pour mieux partager avec vous ce qui attend les Américains pour l'élection à venir, quels sont les territoires en jeu dans ce vote et comment se portent les États-Unis à J-4 de la clôture des bureaux de vote. Thank God it's Friday, let's go! Dieu merci, c'est vendredi, avec Nelson Nierman sur RCF. Avant de nous intéresser au processus électoral états-unien, jetons un coup d'œil sur l'état dans lequel se trouvent les États-Unis d'Amérique à l'heure actuelle. Si le XXe siècle a été dans l'ensemble triomphant pour les USA, passant de nation isolationniste pour finir seule superpuissance mondiale, le XXIe est plus difficile. L'an 2000 voit l'Amérique se déchirer autour du résultat de son élection présidentielle, alors que les premières estimations donnent le candidat démocrate et vice-président Al Gore gagnant l'État de Floride et ainsi la présidence du pays. Les journalistes reviennent sur leur annonce après que la nouvellement créée chaîne ultra-conservatrice Fox News ne place son adversaire républicain George W. Bush comme vainqueur de cet État. Se lance alors un recompte des voix qui voit un grand nombre d'irrégularités dans une Floride dont le gouverneur n'est autre que le frère du candidat du Parti républicain. Ce sera finalement la Cour suprême, dont la majorité des juges avait été nommés par des présidents républicains, qui décidera de la fin du recompte et donne la Floride au candidat en tête à ce moment-là, George W. Bush. Quel que soit le vrai vote en Floride, il faut tout de même souligner qu'Al Gore l'a emporté en termes de nombre d'électeurs avec plus de 500 000 voix d'avance, un problème qui va rester à travers ce 21e siècle. Moins d'un an plus tard, le 11 septembre, les États-Unis sont frappés en plein cœur avec l'attaque la plus meurtrière sur son sol, après que des avions n'aient été détournés par des terroristes qui attaquèrent les 2 tours du World Trade Center et le Pentagone. Après l'élan de générosité et de fraternité à travers le pays et le monde, ce sont malheureusement encore plus de victimes qui suivent avec des interventions militaires en Afghanistan et Irak. Des interventions souvent justifiées par des luttes antiterroristes et en défense des États-Unis, avec des preuves souvent douteuses et qui finirent par traîner en longueur et firent des milliers de victimes de part et d'autre. Épuisés par 8 ans de présidence Bush Jr. et par une crise économique due à ses méthodes de prêt et de spéculation immobilière, les États-Unis élisent leur premier président afro-américain, Barack Obama. Et c'est là que la division partisane américaine va commencer à grandir pour atteindre le fossé qu'il est aujourd'hui.
Pas tellement à cause des prises de position du président nouvellement élu, mais plus par l'opposition de plus en plus violente à laquelle il fait face avec un parti républicain qui refuse le moindre compromis avec un chef de l'État démocrate très populaire et dont la couleur de peau et les origines sont régulièrement mises en avant comme pouvant aller contre son patriotisme. Beaucoup d'extrémistes d'ailleurs questionnent son lieu de naissance. Aux États-Unis, vous ne pouvez vous présenter au poste suprême que si vous êtes aussi né sur le sol américain. Disqualifiant par exemple des hommes comme Arnold Schwarzenegger, qui, outre sa carrière d'acteur, a également été gouverneur de l'État pourtant très progressiste de Californie. Alors on y va à bon train de prétendre qu'Obama n'est pas né aux États-Unis et qu'il devrait montrer son acte de naissance, ce qu'il a fait au passage, mais certains continuent à prétendre que celui-ci est faux et ou incomplet. Parmi ceux qui remettent en cause les origines du président, Donald Trump, héritier de l'empire immobilier fondé par son père et star de télé-réalité, qui a animé l'émission The Apprentice, dans laquelle il joue au chef d'entreprise et élimine chaque semaine des candidats souhaitant travailler avec lui, avec sa phrase devenue célèbre « You're fired », t'es viré. En 2016, tout le monde pense qu'Hillary Rodham Clinton, candidate perdante à la primaire démocrate de 2008, ancienne sénatrice de New York, ancienne secrétaire d'État, comprend le ministre des Affaires étrangères durant le premier mandat d'Obama et femme de l'ancien président Bill Clinton, deviendrait la première femme présidente, surtout quand la primaire républicaine voit l'explosion complète des candidats traditionnels face à Donald Trump. Celui-ci va d'ailleurs mener une campagne durant laquelle il fait bourde sur bourde et tient des propos extrêmement haineux envers de larges parties de la population. Il commence d'ailleurs sa campagne en 2015 en disant des migrants venus du Mexique « Ils amènent avec eux crime et drogue, sont des violeurs, et certains, j'imagine, sont de bonnes personnes. Welcome to America ». En octobre 2016, moins d'un mois avant l'élection, une bande-son ressort d'une de ses anciennes émissions où l'on l'entend dire en coulisses, pardon pour le langage, quand tu es une célébrité, elle te laisse faire ce que tu veux. Tu peux les attraper par la chatte. Tout le monde pense alors que sa campagne va voler en éclats. Mais à la surprise générale, il remporte l'élection. Mais ce n'est que grâce au système du collège électoral qu'il peut gagner, car en réalité, Hillary Rodham Clinton obtient près de 3 millions de voix de plus que lui. Après 4 années où tout le monde a eu peur que le moindre de ses tweets lance une troisième guerre mondiale, et alors qu'il gère de façon catastrophique la pandémie de Covid-19, c'est au tour des électeurs américains de lui dire « You're fired ». Et Joseph Robinette Biden, âgé de 78 ans, devient le 46e et plus âgé président des États-Unis. L'année 2020 a d'ailleurs été symptomatique des problèmes américains. La pandémie a amplifié les inégalités de richesse et raciales présentes aux États-Unis, avec les Afro-Américains plus touchés par le virus que les autres. La mort de George Floyd par des agents de police a réveillé l'inégalité présente également face à la loi, où les Noirs sont traités souvent comme des citoyens de seconde zone. Malgré une présidence Biden qui a vu la situation économique s'améliorer, les problèmes restent là et le fossé entre une moitié de l'Amérique et l'autre reste extrêmement présent, expliquant que les sondages donnent les deux candidats au coude à coude. Même si j'avoue que j'ai du mal à comprendre les personnes hésitant entre les deux choix, leur programme et personnalité étant quasiment à l'opposé l'un de l'autre. Dieu merci, c'est vendredi. Nelson Nierman. Nous l'avions mentionné au début, mais le système électoral américain a eu par le passé comme conséquence que la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix ne soit pas élue présidente des États-Unis. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un candidat qui obtient moins de 50% des voix soit élu, même s'il est en tête du vote. Par exemple, en 2016, si Hillary Clinton obtient le plus grand nombre d'électeurs, elle non plus n'obtient pas plus de 50% des voix exprimées. Dans l'ensemble, 4 élections américaines ont eu comme résultat qu'un candidat obtenant moins de voix qu'un autre devienne président. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que la moitié de celles-ci ont eu lieu depuis 2000, à chaque fois au détriment du Parti démocrate. Car si le Parti républicain a remporté 3 des 6 dernières courses à la Maison-Blanche, ils n'ont gagné le vote de la population qu'à une seule reprise. La dernière fois qu'une pluralité des Américains a choisi un président républicain était en 2004 et l'avant-dernière fois était en 1988, lors de l'élection de Bush père. Ainsi, dans cette dernière phase de la campagne électorale, les 2 principaux candidats à la Maison-Blanche se concentrent sur ce que l'on appelle les swing states. To swing signifie en anglais balancer ou basculer. Il s'agit donc des États qui feront basculer l'élection dans un sens ou dans un autre. Et il est rare qu'à ce stade de la course, il y ait un nombre aussi important de territoires où les sondages donnent à moins de 2 points l'écart entre démocrates et républicains. On peut les séparer entre 2 catégories. Le Rust Belt, ceinture rouillée, ancien cœur industriel de l'Amérique, et le Sun Belt, ceinture ensoleillée, terme qui désigne les États du Sud qui sont encore indécis. Le Rust Belt compte 3 États,
la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Et justement, avant la dernière pause musicale, nous parlions des États qui allaient décider cette course à la Maison-Blanche, les fameux swing states. Nous avons mentionné le Rust Belt, ces territoires de l'ancien cœur industriel américain, mais il y a aussi le Sun Belt. Celui-ci est composé de 4 États. La Caroline du Nord, anciennement très républicaine, mais qui est passée en indécis depuis que des propos de son candidat républicain au siège de gouverneur ont été révélés, dans lequel il se définit lui-même comme, je cite, « nazi noir » et qu'il souhaite le retour de l'esclavagisme. La Géorgie, que Joe Biden a réussi à remporter en 2020, première fois qu'un démocrate remportait ce territoire depuis 1992. C'est également là-bas que Donald Trump a tenté de convaincre le gouverneur de trouver 16 000 votes en sa faveur lors de la dernière élection. L'Arizona, républicaine depuis 2000, avant de basculer également démocrate en 2020. Il s'agit de l'État dans lequel le candidat républicain de 2008, John McCain, était sénateur. McCain faisait partie des opposants à Trump au sein de leur parti. En 2017, après une lourde opération, il sort tout de même de l'hôpital afin de voter de façon décisive contre la suspension de la réforme de l'assurance maladie mise en place par Barack Obama et dont Trump voulait se débarrasser. Il semblerait qu'un nombre important de conservateurs d'Arizona suivent l'exemple de leur ancien sénateur en refusant un retour au pouvoir du 45e président. Et enfin, le Nevada, revenu dans le camp démocrate en 2008 pour ne plus le quitter, même en 2016. Dieu merci, c'est vendredi. Nelson Nierman. Et justement, qui sont les 2 personnes qui souhaitent être la femme ou l'homme le plus puissant au monde ? Avant de commencer, je vais me permettre de citer l'historien américain Jeffrey Engel, directeur du Centre de recherche sur l'histoire présidentielle David Gergen. Now let's understand something about presidents, first and foremost. They're all sociopaths. I mean, think about the ego that's required to be president of the United States. Il faut comprendre une chose sur les présidents. Ce sont tous des sociopathes. Réfléchissez un peu à l'ego qu'il faut pour être président des États-Unis. Effectivement, il est assez difficile de voir comment une personne extrêmement modeste pourrait devenir présidente dans n'importe quel pays d'ailleurs. Quelle que soit la personne pour laquelle vous avez voté lors de la dernière présidentielle en France, c'est probablement quelqu'un qui s'aime beaucoup. Commençons par celui qui s'aime tellement qu'il n'a eu aucune honte d'afficher son nom en lettres dorées géantes sur le bâtiment qui lui appartenait à New York, Donald John Trump. Pour commencer, fun fact, l'émission satirique Last Week Tonight de HBO avait révélé que le vrai nom de famille de sa famille en arrivant aux États-Unis était Drumpf, ou Drumpf, prononcé en allemand le pays d'origine de ce nom. Donald Trump est né à New York en 1946, 4e enfant de 5 de Mary Ann McLeod, femme au foyer née en Écosse, et Fred Trump, promoteur immobilier et businessman. Néanmoins, tout comme Donald, Fred n'est pas un self-made man non plus. Son père était également à la tête d'une fortune obtenue à l'aide d'une multitude de restaurants à travers le pays. Avant sa première candidature présidentielle en 2016, Trump n'avait jamais été candidat aux moindres fonctions d'élu. Dès la fin de ses études, il intègre l'entreprise immobilière de son père avant de se lancer dans sa propre aventure avec un prêt de, pour le citer, un petit $1 million de la part de son père. Mais si vous savez, le petit prêt d'1 million qu'on a tous touché de la part de nos pères. Fred et Donald font rapidement parler d'eux négativement, avec un procès durant lequel il leur a été reproché de refuser la location de leurs appartements à de potentiels locataires noirs. Celles et ceux aux États-Unis qui se sont montrés surpris de la rhétorique raciste du candidat et président Trump ont donc la mémoire assez courte. Si Donald se donne l'image d'un homme extrêmement riche et aux nombreux succès, il est surtout l'homme aux multiples ratés et banqueroutes. Il a dû mettre 6 fois la clé sous la porte et a tenté de nombreuses aventures sans succès, comme Trump Steak, Trump Vodka, Trump University, Trump Water, et le plus surprenant d'entre eux, c'est qu'il est l'un des rares hommes à avoir fait couler un casino. Même s'il est déjà très connu dans la société américaine, avec notamment ses nombreuses apparitions dans la presse, notamment dans les talk-shows et la presse à scandale, ou encore ses caméos dans des séries ou films tels que Maman j'ai raté l'avion 2, c'est l'émission The Apprentice sur la chaîne NBC dont nous avions déjà parlé en début d'émission, qui le rend encore plus célèbre mais surtout populaire. Si vous regardez d'ailleurs une série américaine diffusée durant les années 2000, il est fort probable que Donald Trump soit mentionné, et pas de façon négative, mais plus en mode « Ah là là, ce sacré Trump ». S'il n'avait jamais été élu au moindre mandat avant celui de président, l'échéance 2016 n'était pas sa première tentative, même si c'est la première fois où il va au bout de sa démarche. En 2000, il réfléchit sérieusement à se présenter à la primaire du Parti de la Liberté, mouvement qui avait connu un certain succès avec le troisième homme des présidentielles 92 et 96, Ross Perot.
Son programme de l'époque est extrêmement éloigné de celui qu'il aura en 2016. Favorable au droit à l'avortement, à un vrai système de sécurité sociale et à l'interdiction des armes semi-automatiques. Il comptait proposer la place de candidate à la vice-présidence à Oprah Winfrey, star afro-américaine de talk-show à l'influence très large au sein de la société américaine. Il renonce finalement, son plan était essentiellement de saboter toute chance d'avoir qui que ce soit issu du Parti de la Liberté en tant que candidat à l'élection de 2000. En 2012, son nom circule beaucoup pour une éventuelle candidature à la primaire républicaine. Il dit d'ailleurs y penser en soulignant « Si je me présente, je gagne » ou encore « La meilleure chose chez moi, c'est que je suis très riche ». Cela vient notamment de sa croisade contre le président de l'époque, Barack Obama, dont Trump aime à prétendre qu'il n'est pas né aux États-Unis afin de le discréditer. Il n'osera tout de même pas aller jusqu'à l'affronter, probablement conscient du risque de perdre assez largement. Mais en 2015, c'est parti, Donald se lance pour de vrai. Nous n'allons pas revenir dessus en trop de longueur, surtout que nous avons mentionné une grande partie de la campagne en début d'émission, mais si pour beaucoup sa candidature n'était qu'une vaste plaisanterie, la blague sera de courte durée quant à la surprise générale, il est élu 45e président des États-Unis. S'il semble être devenu encore plus extrême que durant son mandat à la Maison-Blanche, c'est simplement parce qu'il est désormais mieux organisé que lors de sa première candidature. Enfin, pas tellement lui, mais surtout les gens qui l'entourent. Plusieurs think tanks ultra-conservateurs ont présenté un programme nommé Project 2025, Projet 2025. Si Trump prétend ne pas être lié directement au dispositif, nombreux sont ses anciens proches qui en font partie et son équipe de campagne actuelle est souvent issue de ces mouvements. Voici quelques propositions mises en avant dans Project 2025. Licencier les fonctionnaires pour les remplacer par des proches de la ligne Trump. Démantèlement du ministère de l'Éducation. Interdiction nationale du droit à l'avortement et de la pilule du lendemain. Fin des mesures luttant contre le changement climatique. Renvoyer l'ensemble des migrants illégaux et éventuellement légaux également. Centraliser l'ensemble des pouvoirs exécutifs entre les mains du président. Un programme qui rappelle les pires œuvres de dystopie, notamment La Servante écarlate. Espérons que les femmes américaines sauront lui faire comprendre en masse ce qu'elles pensent de sa volonté de contrôler tous leurs mouvements et agissements. Dieu merci, c'est vendredi sur RCF. Cette semaine, dans Dieu merci, c'est vendredi, on parle élection américaine à venir. Nous nous sommes intéressés aux candidats républicains. Il est temps de parler de la candidate démocrate Kamala Devi Harris, l'actuelle vice-présidente des États-Unis. Avec son investiture en 2021, elle marque l'histoire américaine avec un incroyable triplé en étant la première femme, la première afro-américaine et la première asio-américaine à occuper la fonction. Si les chances d'être née femme sont de quasi 50-50, les deux autres spécificités du profil de Harris sont dues aux origines de ses parents. En effet, sa mère est Shimalaya Gopalan, biologiste née en Inde qui s'installe aux États-Unis en 1958 pour travailler à l'université de Berkeley en Californie. Ses travaux sont essentiellement portés sur la recherche en endocrinologie, et ces travaux ont permis d'importantes avancées dans la lutte contre le cancer du sein. Le père de Kamala Harris, lui, s'appelle Donald J. Harris. Oui, le père de la candidate démocrate porte le même prénom et la même initiale du nom intermédiaire que le candidat républicain. Petite parenthèse à ce sujet, aux États-Unis, il est traditionnel d'utiliser un nom intermédiaire, surtout en politique. Il peut s'agir du deuxième prénom, c'est le cas pour Trump et Harris, du nom de la mère, comme pour John Fitzgerald Kennedy, ou du nom de naissance, notamment pour des femmes ayant pris comme nom de famille celui de leur mari, comme Hillary Rodham Clinton. Fin de la parenthèse. Donald Jasper Harris est né en Jamaïque après avoir obtenu sa licence en économie sur l'île. Il s'installe en 1961 aux États-Unis afin d'obtenir un doctorat à l'université de Berkeley, tout comme sa future femme. Si l'autre Donald l'a traité de marxiste lors du débat contre sa fille, c'est parce que son domaine de recherche était dans l'économie post-keynésienne, plutôt à gauche donc. Néanmoins, s'il lui arrive de citer Marx dans ses travaux, on est loin d'une idée de révolution prolétarienne et plus sur une redistribution équitable des richesses. En 1962, Shiamala Gopalan et Donald Harris font connaissance après une réunion de l'association afro-américaine, une organisation étudiante sur leur campus. Un an plus tard, les deux se marient et l'année suivante naît la petite Kamala, suivie en 1967 par sa sœur Maya qui en 2024 participe activement à la campagne présidentielle de son aîné. Kamala Harris est donc la fille non seulement de deux parents universitaires, mais également de deux parents migrants, ce qui lui vaut de nombreuses attaques de la part de la droite américaine. D'un point de vue académique, Harris n'a pas choisi le parcours de sa mère et seulement partiellement celui de son père. Si sa première formation est en sciences politiques et économie, elle suit finalement une formation juridique et obtient un doctorat en droit.
D'un point de vue professionnel, elle se tourne rapidement vers des postes à visée électorale. En effet, aux États-Unis, beaucoup de postes légaux sont soumis au suffrage universel ou à la nomination par le maire ou le gouverneur de l'État. Elle occupe ainsi, durant les années 1990, plusieurs postes de procureure adjointe avant qu'en 2002, elle ne se présente pour la première fois face aux électeurs afin d'être élue procureure de San Francisco. Une élection qu'elle remporte haut la main avec 56% des voix, devenant la première personne racisée élue à ce poste. En 2010, elle se présente pour l'échelon supérieur, procureur de l'État de Californie. Alors que le candidat soutenu par le Parti républicain est favori durant quasiment l'ensemble de la campagne, elle parvient à l'emporter, devenant la première femme, la première afro-américaine et la première asio-américaine procureure de Californie. Oui, Harris est une personne qui est la première dans de nombreux domaines. Elle exerce la fonction jusqu'en 2017 avant d'être élue pour son premier mandat purement politique, sénatrice. Et c'est sur la scène du Sénat qu'elle se fait rapidement connaître de l'Amérique tout entière, puisque son art de l'interrogation et sa volonté d'obtenir la vérité la rendent extrêmement dangereuse pour les personnes nommées par le président de l'époque, Donald Trump. Le moment qui a le plus marqué les esprits est quand elle a questionné le candidat à la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh. Kavanaugh est non seulement un juge ultra-conservateur, mais il a surtout été accusé d'agression sexuelle envers plusieurs femmes, notamment Christine Blasey Ford, professeure de psychologie et ancienne camarade de lycée du juge, venue témoigner face au Sénat qui est responsable d'approuver ou non les nommés à la Cour suprême. Harris s'était déjà fait connaître en Californie pour sa défense des femmes victimes d'agressions sexuelles quand elle était procureure. Désormais, c'est le pays tout entier qui en a été témoin. Au passage, Kavanaugh a quand même été nommé, comme quoi, avec les bons alliés, les pires ordures s'en sortent quand même. Kamala Harris ne gagne pas seulement en réputation dans sa lutte contre les violences faites aux femmes, mais il existe d'autres domaines pour lesquels elle est vue comme une alliée importante. La défense des migrants mineurs, la légalisation nationale du cannabis, une réforme de la protection sociale et la mise en place de lois plus strictes sur le port d'armes. Alors en 2019, avec cette nouvelle popularité, Kamala Harris décide de franchir le prochain pas, se présenter à la primaire démocrate pour devenir candidate à la présidence des États-Unis. Malgré quelques bons passages dans les débats, où elle attaque notamment Joe Biden sur ses prises de position au début de sa carrière au Sénat dans les années 70 et 80, sa campagne ne prend pas et l'argent vient rapidement à manquer, la poussant à renoncer avant même le premier vote de cette primaire. Mais c'est alors que le vainqueur de celle-ci, Joe Biden justement, l'a choisi comme colistière. La suite, vous la connaissez. Harris et Biden l'emportent en novembre 2020 et en janvier 2021, elle devient vice-présidente. Durant son mandat, elle est longtemps très absente du devant de la scène. Néanmoins, après la décision de la Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice de remettre en cause le droit à l'avortement, elle reprend son rôle de défenseuse des droits des femmes afin de leur assurer le droit de choisir pour elles-mêmes ce qui est leur meilleur pour leur corps. Malgré cette lumière tardive, les questions sur l'âge et les facultés mentales de son colistier deviennent de plus en plus insistantes. Elle continue néanmoins à le soutenir, même après sa performance catastrophique lors de son débat face à Donald Trump en juin de cette année. Après plusieurs semaines où de nombreuses personnalités démocrates implorent le président actuel de renoncer à un nouveau mandat, Joe Biden décide finalement de ne pas se présenter et dit soutenir une candidature de Kamala Harris. Les choses s'accélèrent alors. Petit à petit, de plus en plus d'élus du parti la soutiennent avant d'être assurés d'obtenir une majorité de délégués démocrates derrière elle. Le 22 août 2024, Kamala Harris devient la deuxième femme, la première femme afro-américaine et la première personne asio-américaine à être candidate au poste suprême pour un des deux grands partis. Reste à savoir si en janvier 2025, elle sera la première femme, deuxième personne afro-américaine et première personne asio-américaine à être investie présidente des États-Unis. Et au passage, si son mari, Doug Emhoff, devient le premier First Gentleman et la première personne juive compagne d'une ou d'un chef d'État américain.